We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. That was definitely an E-ticket. Roger, 0G, and I feel fine. I feel the liftoff. The clock has started. Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et bonne année 2025 bien sûr puisque c'est le premier épisode de Touchdown de l'année 2025 et ce podcast est enregistré actuellement le 14 janvier 2025, c'est-à-dire le jour des 9 ans de la chaîne Stardust. Donc bon anniversaire à la chaîne YouTube, donc 9 ans d'aventure et peut-être bientôt 10 ans l'année prochaine. En tout cas, j'espère qu'on tiendra jusque-là quand même. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Même si, visiblement, depuis quelques semaines, c'est la saison des dramas. On va en reparler. Alors, comme d'habitude, le format change tout le temps. Bien sûr, comme vous l'avez vu. J'ai un format qui est déjà bien préécrit, bien préparé. Mais il faut qu'à chaque fois, je fasse des formats qui n'ont rien à voir. C'est compliqué, vraiment. Mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on est sur Twitch. Comme vous le voyez, on a le chat en live sur le côté de l'écran. Et Kibo qui traîne, vous allez peut-être le voir dans le coin ici, donc vous pouvez regarder si vous voulez de temps en temps. J'ai décidé de le faire en live parce qu'actuellement le studio de podcast il n'est pas dispo parce que j'ai des tournages un peu particuliers en cours. Donc on va commencer par, on va dire, deux petits sujets. Un sujet majeur que vous voyez déjà dans le titre, donc je sais que vous êtes déjà en train de préparer votre commentaire. Attendez que j'ai donné mon avis, peut-être. Et puis ensuite, on aura la suite avec un petit sujet qui sera quels seront les prochains épisodes de la chaîne, puisqu'il y a certains trucs qui pourraient vous intéresser, parce que je sais que certains sont très demandés. Donc peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle en fin de podcast. Alors, on va commencer évidemment avec l'histoire des crashs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin 2024, on a eu une recrudescence de crash, on va dire, spectaculaire dans l'aérien. Et que direct après, on a eu de nouveau une espèce de frénésie médiatique, comme on avait eu au milieu de l'année, vers juin, autour des Boeing et des incidents de Boeing et des problèmes sur Boeing, etc. Notamment suite au crash de Corée du Sud, évidemment. Alors, je ne suis pas là pour commenter les crashs aériens, je ne suis pas là pour faire de l'analyse de crash quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines après un crash. En fait, ce que j'aimerais dire là-dessus, parce qu'on me demande mon avis là-dessus, évidemment, c'est que concernant Boeing, tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo sur Boeing que j'ai sortie en juillet de mémoire, tout ce que j'ai pu dire là-dessus est toujours valide. Absolument toujours valide, il n'y a pas de changement. J'ai rien à ajouter et j'ai rien à retirer. Donc si vous voulez mon avis sur Boeing en général, et tout ce qui se passe autour de Boeing en général, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Boeing. Et aussi, concernant plus les crashs récents, j'essaye de ne pas réagir à chaud sur les crashs aériens. Parce que j'ai vu certaines chaînes YouTube qui ont vraiment commencé à prendre l'habitude de commenter chaque crash aérien qui arrive, avec des chaînes comme Aldostérone, dont on a déjà parlé précédemment dans une vidéo, dans un podcast, pardon, ou Ateshue, dont on va parler dans ce podcast, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ou encore un Espagnol qui est un ami à moi d'ailleurs, et qui s'appelle Sergio Hidalgo, et qui lui fait de l'analyse de crash, mais tout en restant très prudent, mais il le fait en espagnol, donc vous connaissez peut-être pas. Donc ça, j'essaye d'éviter de le faire. Ça m'amènerait beaucoup de vues, soyons honnêtes, ça m'amènerait beaucoup de vues, mais par contre, je pense que niveau déontologique, pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que comment tu veux réagir à chaud à un crash qui est arrivé et qui a été pris en image soit au téléphone, soit à la caméra de sécurité. Mais en tout cas, tu as juste ça. Et tout le reste, dans les heures qui suivent un crash, t'as rien. T'as pas les boîtes noires, t'as des fois les communications ATC, c'est-à-dire tour de contrôle, mais rarement. Et puis, tu peux avoir parfois, à la limite, des survivants qui témoignent, etc. Mais un accident, c'est pas une cause. Et c'est rarement une seule cause visible. Bon, sauf s'il se fait abattre, évidemment, genre un Prigogine, tu vois, ou un truc comme ça. Mais en général, voilà, c'est plusieurs causes, c'est plusieurs facteurs qui sont réunis ensemble. Et puis, évidemment, au téléphone, il y a plein de choses que tu peux rater.
Il y a plein de choses que tu peux voir de travers avec la parallaxe, avec plein de choses. Donc du coup, réagir à chaud à un crash, pour moi, n'a aucun sens. Ce qu'il faut au monde... voilà, si j'étais une Miss et que... bon, j'ai vraiment l'air d'une Miss. Hein. Si j'étais au concours de Miss France et qu'on me disait « Comment vois-tu le monde dans le futur et comment espères-tu qu'il sera ?» Eh ben, j'aurais qu'un seul adjectif, ce serait patient. Il faudrait que le monde soit patient. Parce que, ouais, les enquêtes, ça prend des mois, des années. On commence à avoir des bribes d'informations de la part des enquêteurs après quelques jours ou quelques semaines. Mais le fin mot de l'histoire, des fois, on l'a au bout de plusieurs années. Je reprends l'exemple du Rio-Paris assez régulièrement, même si Rio-Paris était un assez mauvais exemple. Commenter un crash vraiment dans les premières heures n'a vraiment aucun sens, à part essayer de surfer sur une actualité chaude et donc possiblement faire des vues. De façon présumée, encore je présume. Vous allez entendre présume assez régulièrement dans le podcast. Donc voilà, mon avis sur les crashs et en particulier sur les crashs de Boeing. Pour les crashs de Boeing, allez voir ma vidéo sur Boeing que j'ai faite en juillet. Pour les crashs en général, je ne réagis pas, je prends le temps, je me détends tranquille, je laisse les enquêteurs bosser et après je prends leur rapport du BEA. Des fois c'est pas facile à lire, je lis, je fais ok c'est ça, ok très bien. Maintenant je me sentirai moins con et au moins j'aurais pas supposé quelque chose qui était au final faux. Et c'est la meilleure chose à faire pour le respect des victimes, le respect des enquêteurs, le respect du travail d'enquête et le respect évidemment de tous les gens qui ont travaillé sur l'avion ou les contrôleurs, etc. Laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. Petit retour très rapide sur la vidéo A400M. Parce que je vous avais prévenu avant la vidéo A400M qu'on me ferait des procès, comme quoi, vu que je suis payé par Airbus, c'est une publicité. En effet, j'étais en partie payé par Airbus sur ce projet, mais Airbus n'a pas payé la totalité de ce projet. C'était, entre guillemets, une coproduction dans le financement. Donc, dans tous les cas, et ça a été le cas avec Airbus, dans tous les cas, dans toutes les collabs que j'ai fait avec eux, ils avaient un droit de regard, évidemment, sur les images, évidemment sur le contenu, pour pas que je dise l'A400M est capable d'aller à Mach 45 et d'aller jusqu'à Mars s'il veut avec un payload de 70 tonnes. Non, bien sûr, Airbus, c'était de la correction, c'était s'assurer que j'ai pas mis d'images confidentielles que les Chinois pourraient récupérer au hasard. Mais en tout cas, voilà, ils avaient juste un droit de regard, évidemment de correction, modification, mais c'est pas eux qui m'ont dit tu devrais dire que ça et tu devrais éviter de dire ça. À aucun moment. Ça n'a jamais été le cas, quels que soient les sujets qu'on a abordés avec Airbus, ça n'a jamais été le cas. Donc voilà, je réitère cette information. Airbus ne me dicte pas mes scripts, parce que j'ai vu ça sur des forums. Airbus ne me dicte pas des scripts, et mes scripts ne viennent pas de Wikipédia, puisque la plupart du temps, mes scripts sont écrits avec vous, la communauté, sur Twitch. Voilà. Donc voilà, c'était le point A400M, c'était le point d'ailleurs des tout petits sujets, puisque là maintenant on va rentrer dans le sujet principal, et vous allez beaucoup m'entendre parler au conditionnel et dire pas mal de fois présumément ou présumé. C'est normal, c'est parce que je suis sous la menace d'une possible attaque pour diffamation suite aux propos que je vais formuler. On va parler d'Atéchuet. Et ça va être un sujet qui me touche personnellement et un sujet qui personnellement me fait chier. Soyons honnêtes, c'est un sujet qui me fait chier parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai connu, Atéchuet. C'est pas la première fois qu'une personne que je connais personnellement se retrouve dans la sauce. Ça fait jamais plaisir. Et surtout une personne qu'on a aidé à grandir sur YouTube. Revenons donc sur... on va commencer d'abord par... On va essayer de garder les choses un peu structurées pour pas que ça parte en live. Non, on va essayer de structurer un peu les choses. On va commencer par quelle est ma relation avec AT pour que vous soyez un peu à même de comprendre quelle est ma relation vis-à-vis de lui et qu'est-ce qu'on a échangé l'un avec l'autre, etc. dans les dernières années et comment. Puis une partie un peu chronologique, qu'est-ce qui s'est passé et qui est cette personne. Et enfin, on va terminer avec un petit ensemble de réflexions que j'ai eues et que j'ai construites
en discutant avec vous du sujet sur Twitch, puisque ça fait 2 jours qu'on discute de ça sur Twitch et qu'on a des échanges très intéressants sur Twitch ensemble par rapport à ce sujet. Donc, on va commencer par qui est AT. AT Chué, c'est un ancien pilote de chasse de l'aéronaval, donc de la Marine nationale française. Il a été pilote sur Super Étendard, puis sur Rafale Marine. Son père était pilote de Mirage 4 dans l'armée de l'air. Donc, présenté comme ça, incroyable, hein, nickel. Bon. Il quitte la Marine nationale de mémoire en 2019 et crée sa chaîne YouTube en 2020. Aux alentours de fin 2019, début 2020, il crée une chaîne YouTube où il essaye en fait de se diversifier dans ses activités. Donc, en quittant la Marine nationale, il va, devenir pilote chez Air Canada sur 737 MAX. 2, créer une entreprise qui s'appelle Débrief, me semble-t-il. Il me corrigera si je me trompe. Débrief qui donc sert à faire des conférences et des espèces de séminaires pour les particuliers et entreprises sur le développement personnel, etc. Et puis, il y a sa chaîne YouTube qui, à la fois, lui sert à parler de ses formations, de ses livres, etc., de développement personnel, mais aussi lui sert de chaîne YouTube pour expliquer en fait l'aviation militaire, la géopolitique, etc. Il est aussi intervenant sur BFM TV depuis quelques années maintenant. Donc actuellement, on a un peu le profil d'AT Chué. Pour vous résumer un peu ma relation avec lui, en fait, AT Chué, j'entends parler de lui vers la fin 2019, de mémoire, sur les réseaux sociaux, puisque des gens de l'aéronautique militaire, qui s'intéressent à l'aéronautique militaire, commencent à parler un peu de lui. Voilà. Et il vient de lancer sa chaîne YouTube. Puis je regarde et puis je me dis, ça peut être sympa qu'il développe un peu sa chaîne YouTube. À l'époque, il n'a pas vraiment fait beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle est quasiment vide. D'ailleurs, je crois qu'on en parle dans la vidéo qu'on avait faite ensemble. Et du coup, je le contacte. Je lui dis, salut, moi c'est Stardust. J'ai la chaîne Stardust. Je lui explique un peu ce que je fais. Je lui dis, écoute, tu as l'air de vouloir te lancer sur YouTube. Vas-y, je vais t'aider. Viens, on fait une vidéo ensemble. Je sais que voilà, on peut se faire un petit DCS. Moi, j'ai un F-18 sur DCS. Viens, on fait des appontages sur DCS. On s'amuse un peu avec Super Carrier. On discute, quoi. On discute de Top Gun aussi, parce qu'il voulait faire la réaction du trailer de Top Gun, etc. Donc voilà, le but, c'était vraiment de lancer sa chaîne, comme je l'ai déjà fait avec plusieurs autres personnes sur YouTube, parce que je trouvais son concept intéressant. Le fait qu'il vienne de la chasse, et qui plus est de l'aéronaval, c'est super intéressant. Donc je me suis dit, voilà, il y a un potentiel très bon. Donc trop cool. Et je l'ai accueilli sur ma chaîne YouTube. On a passé 1h20 ensemble à faire du DCS en discutant de tout et de rien. Cette vidéo n'est plus disponible, j'expliquerai pourquoi après. Voilà, on a eu une bonne relation. À un moment, il passait à Lyon pour un séminaire ou je sais plus quoi. Moi, j'étais à Lyon, donc on a fait un selfie ensemble. Il m'avait donné son bouquin, il me l'avait dédicacé. Voilà, on avait passé un bon moment ensemble. On discutait très régulièrement ensemble, que ce soit sur messagerie privée ou sur Twitter à l'époque, ou même dans ses vidéos. Je commentais régulièrement, je regardais beaucoup ses vidéos, je les commentais. Et puis voilà, donc c'était assez cool. Mais par contre, pour vous dire à quel point ça a été tôt, ma première vidéo avec lui, c'était le 10 avril 2020. On était encore en confinement. Sa première, on va dire, vidéo de vrai youtubeur, entre guillemets, c'était le 9 avril. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus proche comme début de carrière, quoi. Bref. Et dès le départ, il y avait un truc que je trouvais un peu bizarre, en fait. C'est que on avait pas mal discuté en off. Et il m'avait dit, alors je paraphrase, il m'avait dit un truc du genre non mais moi mon objectif sur YouTube c'est de dépasser Titleman. Et moi à l'époque je connaissais même pas qu'il y avait Titleman, c'est ça qui est assez rigolo. C'est qu'à l'époque je connaissais pas Titleman. Titleman, et puis je regardais, parce que Titleman et AT Chué n'avaient pas la même audience à l'époque. Ils étaient tous les deux assez bas en audience, sans vouloir être méchant. C'est depuis les conflits d'Ukraine et les conflits Israël-Palestine que là, vraiment, ils sont montés en gamme, entre guillemets, dans le nombre d'abonnés. Mais je connaissais pas Titleman du tout. Tu veux dépasser Titleman et tout. Je fais, bon, bah d'accord. Ok, bro. Je le laissais dire, parce que moi, je connaissais pas Titleman, je m'en foutais un peu. Mais il me l'a dit une ou deux fois, et ça m'avait
Ça m'était resté en tête en mode, mais enfin, tu penses pas comme ça en fait. Quand j'étais au-dessus d'Astrono Geek, mon but c'était pas de me dire il faut que je reste au-dessus d'Astrono Geek. Et quand Astrono Geek il m'a dépassé, je me suis pas dit il faut que je redépasse Astrono Geek. Vous voyez, c'est pas ce rapport-là qu'on a normalement avec les autres chaînes YouTube, donc je trouvais ça un peu chelou. Autre chose que je trouvais un peu chelou avec le temps, c'est que je remarquais qu'il faisait pas de vidéo avec l'aéronaval. Le mec vient de l'aéronaval, il fait pas de vidéo avec l'aéronaval. Et il m'avait parlé de Xavier Titelman, j'étais allé voir, le gars fait des vidéos avec MDBA, avec la DGA, avec l'armée de terre, avec l'armée de l'air, il est au 14 juillet. Et AT, lui, il est dans son coin. Alors, il interviewe des gens retraités de la chasse, etc. Mais il est globalement dans son coin. Je me disais, bon, bah d'accord, il est peut-être brouillé avec ses anciens collègues. Je me disais, bon, je prêtais pas trop attention à ça, voilà. Et puis, du coup, je l'ai fait participer à mon live caritatif qui s'appelait La Ligne, où je faisais de l'avion, j'étais en X-Cub, de Toulouse jusqu'à la Tierra del Fuego sur Flight Simulator. C'était un live caritatif au profit d'Aviation Sans Frontières. On avait récolté un bon pactole pour eux. Et j'avais invité des gens à me joindre pendant le vol, à me rejoindre et à voler avec moi. Il y avait notamment le bon copain The Skyline 35, que je salue. Il y avait aussi Gérard Felzer, le grand Gérard Felzer. Et du coup, il y avait AT. Sur une leg, sur une étape, il y avait AT. Évidemment, cette vidéo n'est pas disponible non plus. Je vous explique pourquoi après. Donc voilà, ça vous pose en tout cas ma relation que j'avais avec AT. Voilà. Parce que je pense que c'est important pour vous de savoir qui est cette personne, par rapport à ce que je vais dire après, qui est cette personne et comment s'est déroulée ma relation avec lui. Je pense que c'est important que vous le sachiez avant d'écrire votre commentaire pour le défendre. Donc, maintenant, on va passer à la chronologie. Et j'ai tout écrit. Et à partir de maintenant, je vais être uniquement au conditionnel. Ça ne veut pas dire que j'invente ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ces choses-là sont arrivées. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas arrivées. Les faits que je vais donner ici, ce sont des faits qui m'ont été communiqués avant l'enquête de Mediapart, en fin 2022, à l'époque où personne dans le grand public n'était au courant, mais que visiblement tout le monde était au courant dans l'aviation militaire. Donc ce sont ces choses-là qu'on m'a dit moi. Elles m'ont été dites par plusieurs sources différentes, autant dans le entre guillemets un peu officiel jusqu'au entre guillemets journalistique. Elles m'ont été dites par des personnes qui ne se connaissent pas. Et toutes ces choses-là ont été rapportées par la suite dans des médias, d'abord chez Mediapart et ensuite chez M6. On en parlera après. Mais voilà, je vous repose comment j'ai appris ces choses-là. Et quelles sont ces choses-là. Je vais devoir les dire au conditionnel. Voilà, j'ai pas envie de finir au tribunal 2025, ça serait pas cool. En vrai, je sais pas que ça va faire que d'aller au tribunal, j'ai plein de vidéos à produire. Donc faisons ça de façon conditionnelle et présumée. En 2018 et 2019, donc au moins 2 fois, AT Shui serait donc allé à cette époque dans l'armée et serait allé en Chine sans avoir informé ni avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Il y aurait dispensé des formations à l'armée chinoise. Il aurait pour ça créé une entreprise en Angleterre et la Chine l'aurait payé via une société écran qui se trouve en Afrique du Sud. Donc en gros, ça on le sait aussi d'une manière, pour d'autres pilotes, on le sait de façon formelle, des pilotes notamment britanniques et américains qui avaient la même boîte en Afrique du Sud en question. En gros, pour AT, les Chinois auraient payé AT en envoyant de l'argent de Chine jusqu'en Afrique du Sud, puis d'Afrique du Sud en Angleterre où il y avait possiblement, présumément, l'entreprise d'AT, parce que lui ne pouvait pas avoir d'entreprise en France, de ce que j'ai compris, du fait qu'il était militaire à cette époque-là. Il était encore militaire, hein. Donc voilà. Il y aurait révélé des informations lors de ces formations. Ces informations auraient été en relation avec l'OTAN, des informations qui ne sont pas OSINT, donc des informations qui ne sont pas open source, qui ne sont pas trouvables sur Internet. Seraient, je reste au conditionnel. Donc ce seraient des informations en lien avec l'OTAN, ce seraient des informations en lien avec le E2C Hawkeye, qui est un avion radar embarqué
à la fois sur les porte-avions américains, mais aussi français, et possiblement d'autres informations. Donc c'est tout ce que je dis là, évidemment, et je le mets complètement au conditionnel, évidemment, pour me protéger de toute diffamation, etc. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Renseignez-vous, vérifiez mes infos si vous voulez. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc on en est là pour l'instant. Par la suite, ce pilote d'Hawkeye, visiblement, aurait pu, grâce à ses commissions, payer sa certification pour devenir pilote de ligne. Voilà, par la suite. Pilote de ligne dans le civil. Donc, juste après cette histoire de Chine en 2018 et 2019, AT aurait donc pris la décision de retourner à la vie civile. Est-ce que c'est lié à son AVC ou pas? J'en sais rien et c'est pas important. Mais en gros, AT, c'est important par contre ça, AT revient à la vie civile à ce moment-là. Est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien. Et c'est pas, je pense pas que ce soit très important. Mais ce qui est important, c'est la suite. Moi, en 2022, donc 2 ans après toutes ces histoires, 2-3 ans après toute cette histoire, j'apprends l'affaire. Vraiment, il paraît que j'étais un des derniers à savoir dans le milieu. Hein. Dans le milieu de l'aéronautique militaire. Visiblement, tout le monde était au courant. Et vu que moi, je suis pas trop en lien avec l'aéronautique militaire, je suis le dernier à être mis au courant. Mais visiblement, tout le monde est au courant autour de moi. Dès que je dis le nom de AT, on me dit cette affaire. Voilà. Et j'ai vraiment du mal à y croire. Très honnêtement, j'ai mis du temps à y croire jusqu'à ce qu'on me le confirme par plusieurs sources de différents niveaux, on va dire. Donc, quand j'apprends l'affaire, en tout cas, on me dit, première chose qu'on me dit, c'est « T'as fait un truc avec AT ?» Et moi, je leur dis, bah ouais, j'ai fait une vidéo au tout début pour lancer sa chaîne, pour l'aider. Et j'ai fait des selfies avec lui, évidemment. Et puis, j'ai fait un live caritatif. Et puis, il a participé au live caritatif. Et là, ils me font, faudrait que tu les enlèves. Hein. Parce que c'est compliqué. Et il faut les enlever. Voilà. Donc, on ne m'a pas ordonné de les enlever, évidemment. Et je ne vous dirai pas qui m'a dit ça. Mais on m'a dit que c'était fortement conseillé de les retirer. Donc, dès la fin 2022, tout ce qui était relatif à AT, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube, ce n'était plus là. C'était adieu. Ces vidéos ne sont plus disponibles. Vous ne pouvez les trouver nulle part, sauf si quelqu'un a gardé une copie. Mais voilà. Elles ne sont pas illégales en l'état, mais c'est juste qu'on m'a conseillé de ne pas les garder en public. Et je coupe tous les ponts avec AT à ce moment-là, évidemment, pile au moment où je l'apprends, puisque de toute façon, on m'avait confirmé via d'autres sources. Donc voilà, là, à ce moment-là, je commençais à me dire, ok, j'ai déjà fait des collabs avec des gens qui se sont avérés pas très nets. Donc voilà, là, je prends les devants, il n'y a pas de problème. On y va, on coupe les ponts et terminado. Donc j'ai coupé les ponts avec lui, alors que si on regarde, alors je ne peux pas vous montrer les messages privés que j'avais avec lui, évidemment, parce que c'est interdit, c'est illégal de montrer des messages privés. Mais je discutais avec lui encore le 25 septembre 2022. Et c'est début octobre que j'ai coupé les ponts avec lui. Le 3 avril 2024, l'article de Mediapart sort et confirme les informations que j'avais reçues sur AT. Mais ne dit pas tout. Mais ne dit pas tout ce que j'avais entendu. Et là, je me dis, ok, donc là, ça devient sérieux. Et d'un autre côté, je me dis, ok, d'un autre côté, on vient beaucoup me voir. Forcément, on a les mêmes communautés. Et j'ai envoyé pas mal de mes abonnés s'abonner à sa chaîne. Donc, on vient beaucoup me voir en me disant, t'as vu la dernière vidéo de AT? Ou, pourquoi tu conseilles pas AT pour parler de ce sujet, machin? Pourquoi tu fais plus de live avec AT? Elle est où ta vidéo avec AT, etc. On vient de plus en plus me voir. Et donc, j'ai cet article de Mediapart qui sort. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que évidemment, je peux pas dire ce que je sais. Parce que ça serait de la diffamation. Je peux pas dire ce que je sais parce qu'il y a certains trucs qui sont pas sortis et que visiblement l'État ne veut pas dire. Donc c'est pas mon rôle, je suis pas lanceur d'alerte. C'est pas mon rôle de faire cache investigation. Voilà, c'est à l'État de s'exprimer s'il y a un truc à dire. Voilà, moi je veux pas prendre de risques. J'ai pas les épaules juridiques que peut avoir Mediapart ou M6. Vous voyez. Donc voilà, tout ce que je dis à partir de maintenant, ce que je me dis, c'est tout ce que je vais dire. Ce sera basé sur ce qui a déjà été dit en public. Voilà. Comme ça, j'aurais pas été le premier à le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais attention, quoi. Je fais attention de fou. Et cet article de Mediapart fait
un flop total. C'est-à-dire que personne ne voit cet article. Alors, dans le milieu, si, mais dans le milieu, tout le monde était déjà au courant. Donc, si vous voulez, personne tombe des nues. Mais dans le grand public, vu que l'article est payant, vu que c'est Mediapart aussi et que ça a une connotation de gauche, et donc il y a cette espèce de procès d'intention en mode ouais, mais c'est les gauchistes, ils veulent faire tomber athée parce que X ou parce que Y. Donc forcément, l'article fait un flop total. Et là, je me dis, bon, par contre, il y avait aussi encore d'autres trucs à révéler. Mediapart, c'est de l'investigation. Il devrait peut-être se bouger un peu plus le cul et d'aller chercher un peu plus d'informations ou alors plus de preuves. Dans le même temps, je me demande, en fait, la première question que je me suis demandé quand on me dit, ouais, il y a athée, il a fait ça, présumément, hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est présumément, mais quand on me dit, il y a athée, il a fait ça, moi, la première question que je me pose, c'est, bah alors pourquoi il continue à faire des vidéos ? Pourquoi il continue à faire des vidéos ? Pourquoi il n'est pas en prison si c'est si grave ce qu'on lui reproche ? Parce que je peux vous dire que ce que j'ai entendu, c'est beaucoup plus grave. Enfin, bref. Je me dis, mais pourquoi il n'est pas en prison ? Pourquoi il est toujours en France à faire des vidéos normales, des choses comme ça. Et en fait, bah on me donne 2 raisons que je vous détaillerai après, mais je me suis posé la même question que vous. Bref, donc c'est sur ces questions un peu bizarres et cette relation un peu bizarre avec les viewers que le temps passe et je me dis, bon, ok, si Mediapart n'a rien sorti depuis, parce que 2023 passe, 2024 passe, Mediapart sort toujours rien et je me dis, bon, soit ça veut dire que c'était de la connerie, tout ce qui n'avait pas encore été sorti par Mediapart, c'était de la connerie. Soit, bah en fait, il fallait juste, c'était trop lourd et l'État voulait pas que ça se sache ou j'en sais rien, mais que c'était trop lourd et qu'il fallait attendre encore quelques années que ça se tasse. Et ben faut croire que ça n'a pas attendu très longtemps, puisque dimanche dernier, nous sommes là aujourd'hui mardi, un épisode de Enquête exclusive. Alors ça, c'est vraiment le dernier journal que je voyais faire un truc sur AT. Enquête exclusive sort le reste, on va dire 90% du reste des informations que j'avais reçues, je rappelle, en 2022. Ok, donc là, je me dis, ok, enfin, c'est un peu une libération, parce que enfin, je peux parler de ces choses que j'avais entendues. Et surtout, c'est pas Joel Clodo qui parle là, devant la caméra. Alors oui, il y a une personne non identifiée et floutée qui parle et qui montre des documents. Cette personne, je ne sais pas qui c'est, et ça m'intéresserait de savoir qui c'est, mais ça sert à rien de le doxer, voilà, machin, c'est juste que je ne sais pas d'où il vient, quelles sont ses qualifications, etc. Il y a surtout, c'est ce qui est super important, il y a surtout la DRSD qui parle à ce moment-là de ce qui se passe. Donc on a déjà sur Mediapart, on avait les confirmations de mémoire du bureau de la marine, de mémoire, ou de l'état-major, ou un truc comme ça, que ce qui était dit dans l'article de Mediapart était vrai. Là, on a la confirmation du renseignement, donc du contre-espionnage français, qui dit tout ce qui a été ajouté là est vrai. Enfin, ils ne disent pas ça comme ça, mais en gros, ils nomment un seul des 20-30 participants on va dire à l'excursion chinoise, à ce Pékin Express. Ils nomment une seule personne, ils nomment Monsieur Xuet. Prenez bien ça en compte, il est nommé littéralement par le contre-espionnage français. Donc c'est pas genre une erreur de montage ou un truc comme ça. Si un mec du contre-espionnage est assez courageux pour se mettre face caméra et dire Monsieur Xuet, c'est que il a forcément quelque chose sur lui. On peut pas dire bah non, non, ça peut pas être le hasard en fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction du contre-espionnage à ce reportage en disant par contre ils ont tronqué ça et ils ont retourné ça. Hein. Le contre-espionnage n'a rien dit sur ce enquête exclusive. C'est qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est que c'est validé. C'est que c'est go. Donc ça, c'est important. Déjà, prenez-le en compte, c'est important. Et surtout, moi, ça confirme exactement tout ce que j'ai entendu. Ça confirme exactement, pas mot pour mot, mais fait pour fait, ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Moi, je suis personne pour le savoir. En tout cas, des documents ont été montrés sur M6.
des documents qui mentionnent des factures, qui montrent des factures de la banque HSBC, des factures de la banque de l'entreprise d'AT, et des documents. La DRSD n'a pas condamné ce documentaire, n'a pas fait de réaction négative à ce documentaire. Ateshue n'a pas réagi à donner un droit de réponse, parce que évidemment toujours les journalistes donnent un droit de réponse à la personne qui est visée, entre guillemets. Mais il a juste donné un droit de réponse, mais n'a pas réagi encore. Ça fait maintenant 48 heures, et il n'a pas réagi. Que se passe-t-il ? Est-ce que vous voulez croire que AT est complètement innocent là-dedans, et que c'est une machination de je ne sais qui pour je ne sais quoi ? Ou est-ce que vous prenez les faits et les preuves comme elles sont actuellement ? Je sais pas quoi vous dire, moi, là-dessus. Je suis personne pour vous imposer les choses. Moi, je vous donne juste mon ressenti sur les choses. Un truc à noter également sur son droit de réponse, justement, parce qu'on parlait du droit de réponse de AT. Le droit de réponse de AT sur Mediapart, vous pouvez le vérifier, c'est sur l'article. Ils mettent toujours une partie qui s'appelle, je crois, boîte noire, où ils mettent le droit de réponse de la personne. Le droit de réponse d'AT à l'époque de 2023, quand l'article est sorti, son droit de réponse était: tout ce que vous dites est faux. Je suis allé en Chine quand j'étais militaire, car j'étais missionné par les militaires pour donner des formations en Chine. Son droit de réponse de enquête exclusive, là, 2025, 2 ans plus tard, c'est, grosso modo, je paraphrase encore une fois: oui, ok, je suis allé en Chine. Oui, ok, ma hiérarchie n'était pas au courant. Mais ce que j'ai dit aux Chinois, c'était de l'OSINT. C'était de l'open source. Je vous laisse réfléchir à ce changement de droit de réponse en 2 ans d'écart pour le même fait. Et je vous laisse aussi réfléchir au fait que les sommes qui sont montrées, les factures qui sont montrées dans le reportage de Enquête exclusive et qui avaient déjà été relevées par Mediapart en 2023 et qui étaient à peu près les montants que j'avais entendus déjà en 2022, ces montants, je vois mal la Chine payer ces montants-là pour inviter un pilote pour parler de choses qu'il a trouvées sur Google. Sinon, vu le nombre de recherches Google que certains de mes viewers font pendant mes lives d'écriture, la vache, je devrais les payer des millions. Donc, moi, personnellement, j'ai un gros problème avec ça. Vraiment, 60 000 euros ou 20 000 euros qui s'additionnent comme ça pour de l'OSINT, j'ai un gros doute quand même. J'ai un très gros doute. Après, bon, vous êtes encore une fois libre de penser ce que vous voulez. Alors, maintenant, évidemment, vous posez la question, et je le vois dans le chat, mais alors pourquoi il n'est pas enfermé ? C'est ce qui est marqué, ce que dit Tortel. Pourquoi il n'est pas enfermé ? Alors, il y a une raison officielle. Moi, j'ai entendu une autre raison. Mais vu qu'elle n'est pas sortie grand public, je ne peux pas la dire. Mais j'ai la raison officielle, grosso modo, la raison officielle, c'est... Mais en fait, on ne peut pas l'inculper. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit comme note pour être sûr de ne pas me tromper. On ne peut pas l'inculper car il y avait une sorte de vide juridique. Parce qu'un militaire rendu à la vie civile ne peut pas être inculpé pour des faits qu'il a commis ou qu'il aurait commis durant sa vie militaire. Grosso modo, imaginons, vous êtes dans l'armée de terre, vous êtes déployé, je ne sais pas, au Mali, vous jetez une grenade qui détruit une voiture. Bon, 2 mois après, vous revenez en France, vous démissionnez de l'armée de terre parce que vous avez autre chose à faire, et là, il y a un Malien, des mois après, qui arrive à savoir, il a vu, en fait, il vous a filmé, il a vu votre tête, il va voir l'armée, il va dire « machin, ton gars, là, il a détruit ma bagnole à la grenade. » Bah, l'armée de terre ne pouvait pas te poursuivre, parce que c'est trop tard, tu es revenu à la vie civile. Voilà. Grosso modo, c'était ça l'excuse officielle, puisqu'il y a bel et bien eu une enquête, il a été auditionné, de ce que je sais, il a été auditionné en 2022, pour ces faits, je me trompe peut-être, mais de ce que je sais, il a été auditionné en 2022, ses proches, visiblement, auraient été auditionnés aussi, de ce que j'ai compris, et donc, officiellement, à l'époque, la loi empêchait
de l'inculper pour ces faits. Mais depuis 2023, la loi de programmation militaire a changé ce règlement. Et maintenant, un militaire qui part en Chine pendant qu'il est militaire actif et qui vend des formations ou fait ce qu'il veut en Chine, machin, ou peu importe où, hein, et qui revient, qui se met à la vie civile et l'enquête démarre après, bah, il peut quand même être inculpé. Maintenant, c'est possible. Alors là, vous vous dites, bah, si maintenant c'est possible, AT, on peut l'inculper. Et non, parce que la loi n'est pas rétroactive. En tout cas, ça, c'est ce que dit... c'est la version officielle. Prenez-le comme vous voulez. C'est ce qui est dit visiblement officiellement. Alors, il reste quand même des zones d'ombre, hein, bien sûr. Vous allez me dire, ouais, mais toi, les preuves, tu les montres pas. Alors, évidemment, j'ai aucune preuve avec moi. Hein. Je suis personne. Hein. Je suis pas enquêteur, je suis pas à Mediapart, je suis pas enquête exclusive, j'ai pas de preuves avec moi. J'en ai pas. Désolé, si vous êtes venu ici pour que je vous présente des preuves, je n'en ai pas. Voilà. Par contre, dans enquête exclusive et dans Mediapart, tout est... Enfin, il y a des preuves, il y a des éléments. Vous pouvez pas les nier. Vous ne pouvez pas les nier. Surtout quand le contre-espionnage mentionne son nom. Surtout quand il y a des échanges de mails, des mails qui seraient vrais. Vous voyez ? Moi, je suis pas là pour vous apporter des preuves, je suis pas là pour essayer de vous convaincre non plus. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas mon boulot. Moi, mon but avec ce podcast aussi, c'est de vous informer, en fait. De vous informer parce que la dernière fois avec Mediapart, personne n'était au courant. C'est-à-dire que le truc n'a pas tellement tourné, quoi. Et le problème, quand on n'informe pas, c'est que des gens vont rester abonnés ou vont continuer à suivre quelqu'un qui, en fait, a des comportements problématiques. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vais pas faire des comparaisons avec d'autres noms de youtubeurs qui ont été dans la sauce, dans la très très grosse sauce ces dernières années. Mais oui, il y a des gros youtubeurs, enfin la majorité en fait des gros youtubeurs qui se sont retrouvés dans la sauce, et certains condamnés se sont très bien relevés, ont continué leur activité genre 6 mois après, le temps de faire une petite pause, ont fait une petite réponse à Mediapart, une petite réponse à Numérama, et ont repris leur activité sans être plus inquiétés que ça, quoi. Et c'est ce qui va arriver à AT, je pense, entre guillemets, parce que bah, AT, t'es pas condamné, donc t'es pas coupable. Alors ça, je sais que Seb, de Vous avez le droit, dans le chat, va évidemment réagir à ce que je viens de dire en disant « Ah là là, Vincent, il dit de la merde ». Et ce chat étant enregistré dans le podcast, tu vas pouvoir l'écrire avec des majuscules si tu le veux. En réalité, non. Devant la loi, peut-être, mais en réalité, non. Je vous donne un exemple. Vous avez des personnes, pour l'attentat du métro Saint-Michel dans les années 90, vous avez des gens qui ont perpétré, organisé cet attentat, et d'autres attentats dans les années 90 en France, mais qui ont été tués parce qu'ils ont eu des échanges avec la police ou des choses comme ça. Ces personnes n'ont, en l'occurrence, pas eu de procès. Parce qu'ils sont morts. On ne peut pas porter plainte contre un mort. Donc ces personnes sont considérées comme innocentes. De la même chose, vous pouvez avoir Jean-Louis Michel. Voilà, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Jean-Louis Michel qui regarde ce podcast. Imaginons Jean-Louis Michel qui a tué Nadine. Jean-Louis Michel, il a tué Nadine en 1964. À l'époque, il ne s'est pas fait choper, Jean-Louis Michel. Mais il a laissé de l'ADN partout. Il a laissé des empreintes partout. Sauf qu'à l'époque, l'ADN et les empreintes, la gendarmerie du coin, elle ne savait pas trop faire, et puis ils ont gardé ça dans un dossier, et puis ils ont un peu laissé tomber, l'affaire a été close. Et là, en 2024, vous avez Jean-Louis Michel sur son lit de mort, mais c'est un lit de mort qui est connecté à Internet, tu vois. Donc il est avec son selfie comme ça, il prend son téléphone comme ça, il fait ouais, donc au fait, avant de mourir, je voulais dire que c'est moi qui ai tué Nadine. D'ailleurs, voilà mon doigt. C'est bizarre de dire ça. Voilà mon doigt avec mon empreinte digitale, et j'autorise les médecins à prendre mon ADN. Allez voir, hein, vous pouvez vérifier, c'est bien moi qui l'ai tué, Nadine.
Et il n'est pas encore mort. Imaginons, finalement, il meurt pas. C'est con. C'est con, il reste encore 2 mois vivant. Mince. En attendant, la gendarmerie, elle va prendre les empreintes, elle va prendre l'ADN sur lui et tout. Puis elle va vérifier, elle va faire « Ah bah ouais, c'est lui. » En plus, c'est même lui qui l'a dit, il l'a avoué. Ils pourront rien faire. Il y a prescription. Est-ce que ça veut dire qu'il est innocent? Du point de vue de la loi, bien sûr. Présumé innocent. Évidemment, il n'a pas été jugé. Mais il a quand même fait les choses. Ça ne veut pas dire que la chose n'a pas existé, tu vois. C'est pas comme la physique quantique où quelque chose peut être dans un état ou dans un autre selon si on le regarde ou pas. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je fais tomber mon téléphone par terre, là. Je vais pas le faire. Quoique, il a une belle coque. Mais je peux le faire tomber par terre. Je vais pas être jugé coupable pour l'avoir fait tomber par terre. Mais est-ce que ça veut dire que je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Aucun rapport. Aucun rapport. Donc faites attention quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été inculpé et n'a pas été jugé coupable d'avoir fait quelque chose qu'il est... Comment dire? Qu'il n'a pas fait cette chose. Ça veut dire qu'il est présumé innocent de l'avoir faite. Et ça, c'est une différence majeure dans le cas d'Atéchuet, puisque Atéchuet, je ne dis pas avec certitude qu'il a fait les choses, j'étais pas là, je vous dis, j'ai pas les preuves en main, je suis pas juge, je suis pas flic, je suis pas de la DRSD, c'est le contre-espionnage qui le dit, c'est pas moi. Bon. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas être inculpé pour ça. On ne peut pas le juger pour ça. On ne peut pas juger si il est coupable ou pas. Donc il est rien. Dans cette affaire, il n'est ni innocent ni coupable. Tous coupables sauf Atéchuet. Non mais voilà, c'est un peu ça. C'est que on ne sait pas. Donc l'argument de il n'est pas jugé, donc il est innocent. Il n'y a pas eu d'action de l'État, donc c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Donc je vais continuer à le suivre, etc. C'est un argument qui ne marche pas. En tout cas, pour moi, il ne marche pas. Voilà. Bon, ce podcast est très long. Comme d'habitude, on fait beaucoup trop long. Et dans le chat, j'ai pas vu vous avez le droit crier. Je l'ai vu ajouter des choses, mais je l'ai pas vu crier de panique à ce que j'ai dit. Donc ça a l'air correct, ce que j'ai dit. Et puis, pour terminer ce podcast sur une note un peu plus sympa, on va parler des prochaines vidéos qui vont arriver. La prochaine vidéo, c'est ce samedi. Vous avez une vidéo sur l'histoire de l'aéroport de Lyon-Bron. Vous aurez par la suite une vidéo, alors je ne sais pas dans quel ordre elles seront, vous aurez une vidéo sur les Canadair, l'histoire des CL215, CL415. Vous aurez une vidéo sur les comètes. Donc, c'est une vidéo qui est sur Deep Impact et Stardust, donc 2 sondes américaines sur les comètes. Vous aurez une vidéo sur le JPL, l'histoire du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui est fascinante. On est en train de l'écrire en ce moment sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez voir comment on écrit une vidéo ensemble, puisqu'on l'écrit, on fait les recherches ensemble, notamment. Et puis, en dernier, ce sera plus les lives, là. On attend le décollage de la New Glenn de Blue Origin, qui devait partir donc à la base lundi ou dimanche. Non, elle devait partir samedi, puis elle devait partir dimanche, puis elle devait partir lundi. Elle nous a fait faux bon lundi. Et du coup, elle devrait partir le 16. Donc, ça se trouve, elle est déjà partie quand vous regardez ce podcast. Je n'en sais absolument rien. C'est un peu la fusée de Schrödinger. Hein. Elle, par contre, elle est vraiment coupable d'être en retard. Hein. Mais au moins, elle part pas vers la Chine. Bref, là-dessus, on va se laisser. J'espère que ce podcast vous aura plu, même si en ce moment, on fait beaucoup de réactions à des choses plus qu'à parler en fond de trucs. J'ai pas le temps d'inviter des invités pour l'instant. Ça prend beaucoup de temps d'inviter des gens. Surtout, il faut qu'ils viennent à Annecy, etc. C'est complexe. Mais je désespère pas d'inviter des gens bientôt ici. Ce ne sera pas forcément des youtubeurs, ce sera plus des gens du métier de l'aviation. D'ailleurs, s'il y a des gens de l'aéronaval qui veulent venir, ce sera toujours un plaisir. Et si la DRSD veut venir aussi, il n'y a pas de problème. Si vous venez amicalement, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast. Et une bonne nuit si vous êtes endormi devant, comme d'habitude. À très bientôt. Salut.